se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous raconter 4 histoires spéciales applis de rencontres. Mais avant tout, on voulait vous remercier parce qu'on a passé les 500 abonnés. Franchement, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Continuez comme ça, nous donner de la force. Puis il y a encore de la place, les frérots. Prenez un petit chocolat chaud, un café, un thé, posez-vous devant la vidéo et c'est parti pour la première histoire. C'est l'histoire de Janelle, une étudiante française de 21 ans qui étudie aux États-Unis. Fatiguée de ne pas trouver le véritable amour, elle décide de perdre sa virginité avec son meilleur ami. Elle finit par trouver un sex friend avec qui elle s'entend à merveille sur tous les points pendant 3 mois. Alors sonne le temps de le quitter parce qu'en fait elle aime toujours son ex, donc son meilleur ami, elle a eu une relation avec, elle a fait sa première fois avec et elle l'aime toujours. Donc le sex friend, ça dégage. Fragile psychologiquement, elle fait sa première tentative de suicide, va aux urgences, puis finit en hôpital psychiatrique. Janelle est diagnostiquée dépressive avec un fort penchant pour l'alcool. Et pour quelqu'un de dépressif, quoi de mieux que les applications de rencontres? Quelques semaines après sa sortie de l'hôpital, elle décide de s'inscrire sur un site de rencontres pour oublier et son meilleur ami et son sex friend. Elle décide de se mettre une seule règle, c'est de rencontrer les hommes uniquement chez elle parce qu'elle a 0 expérience et que chez elle, elle se sent tout simplement en sécurité. Sauf que pas du tout, faut aller dans un lieu public les gars, lieu public. Chez toi, il peut tout arriver. Et un jour, elle match avec un certain Mathieu. Mathieu n'est pas très beau et a quelques kilos en trop, mais elle ne ressemble pas non plus à Beyoncé, donc ils discutent sur l'application, se trouvent des points communs et surtout c'est un fumeur de weed, donc elle se dit bon plan, pourquoi pas se fumer quelques joints entre 2 baises. Il lui donne des informations personnelles comme son adresse et le fait qu'il vient de se faire virer de son travail. Travailler ou pas travailler, elle s'en fiche, elle ne compte pas faire sa vie avec lui. Elle lui explique qu'elle est fragile, qu'elle sort d'hôpital psychiatrique, mais dans le seul but de lui montrer qu'il ne peut pas jouer avec elle. Ça montre plutôt le contraire parce qu'en temps normal, une personne fragile, tu vas pouvoir la manipuler comme tu veux. Donc moi, si j'avais été à sa place, je l'aurais pas précisé du tout en fait. Elle lui explique aussi qu'elle cherche un sex friend avec câlin, complicité et pas juste un coup comme ça. Il lui assure que c'est ce qu'il cherche aussi et qu'il est très câlin, parfait pour elle. Après seulement 2 jours de discussion, ils conviennent d'une date pour pouvoir se rencontrer. Morito partit chez elle et lui apporte les joints. Mathieu arrive et elle constate qu'il est vraiment pas beau et encore pire que sur ses photos. Il fait sale. Il a un t-shirt taché et les cheveux gras. Genre un peu style ado qui se cherche encore, alors qu'il a 26 ans. En bref, elle est loin de mouiller sa culotte, mais elle a terriblement envie de compagnie. Janelle lui propose de faire les boissons pendant qu'elle choisit un film sur Netflix. Il court et passe côté cuisine pour préparer les mojitos et rejoint Janelle sur le canapé. Ils discutent un peu, mais il n'est pas très malin et pas très intéressant. Elle se noie dans son verre en espérant animer la fête seule, puis trou noir. Là, on va repasser sur de la reconstitution selon Janelle et selon les dires de Mathieu, parce qu'elle n'a plus de souvenirs. Ils auraient bu et fumé, puis regardé un film avant d'aller dans la chambre. Elle se souvient vaguement d'avoir été nue dans son lit, avec Mathieu au-dessus d'elle, qui la regardait, avant de tourner les talons et claquer la porte. Le lendemain, plus de batterie sur son téléphone, du coup son réveil ne sonne pas. Elle se retrouve absente d'une réunion et ses amis commencent à s'inquiéter et l'appellent. Malheureusement, elle n'a plus de batterie, son téléphone est éteint, donc personne n'arrive à la joindre. Ils finissent par contacter sa sœur, qui elle non plus n'arrivera pas à la joindre, puisque son téléphone, encore une fois, est éteint. Faut pas oublier qu'elle est fragile et dépressive et qu'à tout moment elle peut refaire une tentative de suicide, donc ses amis c'est normal qu'ils soient inquiets. Du coup, les filles arrivent chez elle, sonnent encore et encore, mais personne ne répond. Elles appellent les pompiers qui finissent par ouvrir la porte du bas, mais n'arrivent pas à ouvrir la porte de chez elle. Alors je sais pas d'où viennent ces pompiers, mais ils sont pas très doués. Ils frappent tous à la porte et elle finit par ouvrir. Elle a juste un drap sur elle et elle les regarde avec incompréhension. Elle comprend pas pourquoi tout le monde est là, pourquoi les pompiers sont là, pourquoi toutes ses copines sont là, qu'est-ce qui se passe. Les pompiers concluent qu'elle a la gueule de bois et s'en vont pendant que ses copines l'aident à s'habiller. Elle pense aussi qu'elle a trop bu et qu'elle était en plein coma. Et là, en fait, les filles remarquent que son corps est recouvert de bétadine. Les bras, les jambes, le ventre, de la bétadine partout. Elle leur dit qu'elle s'est simplement brûlée et qu'elle a essayé de se soigner, mais sur son corps, aucune trace de brûlure. Et en plus de ça,
elle a pas de bétadine chez elle. Elle est vraiment pas bien. Du coup, une de ses copines décide d'emmener Janelle et son chat chez elle. Janelle est vraiment dans un sale état, elle est comme anesthésiée et elle a du mal à parler. Le lendemain, sa sœur récupère Janelle chez son amie pour passer quelques jours avec elle. Tout le monde est convaincu qu'elle a tenté de se suicider avec des médicaments et de l'alcool. Elle commence à se plaindre de douleurs à la vulve et de perte de sang. Du coup, sa sœur décide de l'emmener à l'hôpital. Elle leur explique qu'elle a eu un rapport non protégé vu qu'elle était inconsciente. Les médecins décident de lui faire tous les tests possibles, sida, toutes les MST, etc. pour savoir si tout va bien. Et bien évidemment, les médecins lui conseillent de porter plainte. Le lendemain, elle reprend ses esprits tout doucement et ses proches le remarquent vu que ses propos sont un peu plus cohérents que la veille. Par précaution, elle reçoit un traitement préventif contre les MST. Toute la semaine, elle fait une batterie de tests, prise de sang, prélèvement d'urine et tout ce qui va avec, puis va porter plainte avec ses amis qui l'ont récupérée chez elle. Après en avoir parlé autour d'elle à des personnes âgées, à des personnes un peu moins âgées, aux médecins et la police, le terme trafic d'organes est ressorti. La police pense que le gars s'est dégonflé à la dernière minute. Malgré sa plainte, son lit rempli de bétadine et ses vêtements déchirés, son agresseur n'a rien eu et elle ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé. Elle tient à préciser qu'elle avait l'habitude de boire et de fumer et de prendre son traitement en même temps et qu'elle n'avait jamais eu de blackout. Elle pense tout simplement qu'il a mis quelque chose dans son verre. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il l'a violée. Ce que je voulais dire, les filles, c'est que si vous êtes adeptes des sites de rencontres et tout, ne rencontrez jamais les hommes chez vous. Toujours dans les lieux publics. Je l'ai déjà dit juste avant, mais toujours des lieux publics. Dans un lieu public, il ne peut rien vous arriver. Ou au moins, vous avez des gens qui peuvent réagir. Là, chez vous, il n'y a aucune sécurité. Faites attention, s'il vous plaît. C'est l'histoire de John. Il venait d'emménager dans une ville et, vu qu'il connaissait personne, il a décidé de s'inscrire sur Tinder. Il match avec une fille qui avait l'air un petit peu hippie. Ils ont eu quelques échanges via l'appli et ils décident d'aller boire un verre. Il va la chercher chez elle, elle l'accueille à la porte en lui faisant un câlin. Elle propose d'aller dans un bar local pour pouvoir discuter et faire connaissance. Donc ils prennent la voiture et se dirigent vers le bar. Le premier red flag qu'il a remarqué, c'est qu'au moment de se diriger vers la voiture, lui, il va côté conducteur et elle le suit derrière jusqu'à la porte et elle le regarde, elle le fixe dans les yeux. Jusqu'ici, tout va bien. Il la regarde d'un air livide pendant à peu près 15 secondes. Ça peut être long, 15 secondes quand t'es en face d'une personne. Et donc il lui demande, mais t'as envie de rentrer dans la voiture ou tu veux faire quoi? Elle lui dit, mais bien sûr, oui, j'ai envie de rentrer dans la voiture. Donc elle fait le tour de la voiture et va s'installer à l'arrière, côté passager. Là, ça commence à devenir un peu moins bien. Les threads d'Uber, c'était avant. Hein. Là, normalement, quand t'as un date, tu te mets côté passager, non? Enfin, je sais pas. Comme il venait de rencontrer cette fille, il s'est dit peut-être qu'elle a fumé un peu d'ouïe avant. C'est peut-être pour ça qu'elle est un peu chelou, un peu bizarre. Elle avait l'air un petit peu perchée et elle avait l'air aussi de quelqu'un qui fumait. Il conduit jusqu'au bar et pendant le trajet, elle lui parlait, mais d'une voix très très basse, en chuchotant. Il a aucun problème d'audition, mais il lui a demandé quand même de répéter plusieurs fois. Ils arrivent enfin au bar, il demande au serveur s'ils peuvent avoir une table un peu isolée, parce que lui il s'est dit si elle me chuchote comme ça toute la soirée, j'ai pas fini. Les conversations se déroulent normalement et John dit même qu'il s'est un petit peu amusé. Ils parlent de choses qui les intéressent et à un moment, elle lui dit qu'elle fume de l'herbe à des fins récréatives et qu'elle prend aussi d'autres substances psychotropes, genre des champis ou des choses un peu plus synthétiques. Lui, il est pas très fan de tout ça, mais ça la rassure dans un sens parce que vu qu'elle avait un comportement un peu chelou, il s'est dit bon bah elle est peut-être tout simplement un petit peu défoncée, elle a peut-être fumé un petit pet juste avant d'arriver. Elle n'est pas folle, elle est foncée. Ils boivent quelques verres et là, il commence à être un petit peu pompette. Il lui propose d'aller chez lui pour un dernier verre et elle accepte. Ils arrivent chez John, ils boivent encore quelques verres et là, elle commence à parler de ses bijoux. Et là, ça continue à devenir de plus en plus chelou. Elle lui dit que ses bijoux, c'est son grand secret et que ça la définissait. Quand il lui demande pourquoi elle dit ça, elle lui dit « Je suis Anastasia et je n'ai jamais été tuée en Russie. Mes bijoux sont mon lien avec mon passé. » Bon, forcément, vu qu'ils avaient beaucoup bu, lui, il avait du mal à prendre cette histoire-là au sérieux. Et lui, pour s'amuser un petit peu, il conteste ses déclarations. Et elle commence à crier qu'il ne respecte pas ses ancêtres et son histoire. Chelou, la meuf. Moi, je te dis tout de suite, finis même pas ton verre, tu dégages. Elle se met à vriller, elle se dirige vers lui, sur la pointe des pieds, et elle commence à l'attraper par le cou. Elle fait un front contre front,
en tenant toujours son cou. Elle lui dit « Je suis une chamane et mes ancêtres ont détruit beaucoup de gens et tu ne respectes pas cela. Tu viens d'ancêtres oppresseurs et ils seront punis. » Ensuite, elle met son pouce dans un verre à whisky et elle lui fait un signe de croix, comme ça, sur le front. Et elle lui embrasse le front. Là, c'est chaud. Là, ça le fait dessouler un petit peu. Il lui dit qu'il plaisante et elle commence à revenir peu à peu à un état normal. Ensuite, elle aborde le sujet sur son fétichisme des chats. On passe de l'un à l'autre. Elle lui dit qu'elle a une liste de personnes qu'elle apprivoise pour agir comme des chats. Lui, il juge pas son fétichisme, alors il écoute son histoire. Elle lui raconte alors tout ce qu'elle leur fait et elle commence à agir comme un chat dans le salon. Si elle lui avait pas crié dessus juste avant et qu'elle avait pas eu un comportement un peu chelou, ça aurait excité direct. Là, il y avait des drapeaux rouges partout dans sa tête. Il l'a juste écouté et il l'a pas contrarié. Elle remarque de la sauge dans la cuisine et elle lui demande si elle peut l'allumer pour bénir la maison. Il lui dit non, ça c'est son truc et c'est lui qui préfère s'occuper de ça dans sa maison. Après ça, elle commence à paniquer et elle lui crie qu'il est un être humain horrible. Bon, du coup, là, ça l'a saoulée. Il lui dit si tu veux, je te ramène chez toi. Au final, elle court vers la porte et elle sort de l'appart. Alors qu'elle sort, elle crie que c'est une personne horrible et qu'elle devrait mourir. Du coup, il lui dit tu peux rentrer chez ta mère toute seule. Et il retourne chez lui et il ferme la porte. 10 minutes après, elle revient, elle frappe à la porte en lui disant qu'elle a oublié son téléphone. Il attrape le téléphone qui était sur la table et il lui rend le téléphone. Elle essaye de forcer la porte pour rentrer à l'intérieur et lui, il bloque la porte avec son avant-bras. Elle agit comme si elle avait envie de le taper. John retient la porte et lui dit tu rentreras pas, ma cocotte. Et elle crie je veux juste la bouteille. Il lui dit hell no, parce que c'est lui qui l'a payé. Il claque la porte, la verrouille et au bout d'un moment il l'entend descendre les escaliers. Il attend environ une petite heure, il sort dans la rue pour voir si elle traînait pas dans le coin. Il ne l'a pas vue et il ne l'a jamais revue après ce jour-là. Il sait que c'est pas la rencontre la plus effrayante de tous les temps, même si franchement elle était complètement bizarre. Et les jours suivants, il avait peur de se promener dans son quartier par peur de la croiser. Il lui vaut aucun mal, il espère qu'elle va bien et il espère qu'elle continue d'apprivoiser des gens pour qu'ils se comportent comme des chats. Personnellement, à mon avis, elle était sous champi. Donc la meuf, elle était dans son délire. Ça, plus l'alcool, la weed. Son cerveau, il a vrillé. Si vous prenez des substances, les mélangez pas. C'est champi, c'est champi. C'est weed, c'est weed. C'est alcool, c'est alcool. Sinon, vous dites de la merde. C'est l'histoire de Michael, âgé de 21 ans, récemment devenu officier de police et qui vient de se faire larguer. Et un ami lui suggère Tinder. En tant que jeune flic de 21 ans, il a un petit peu cette mentalité « je suis invincible et je peux affronter tout le monde ». Sur Tinder, il match avec une jeune femme qui, selon lui, est trop belle pour lui. Ils discutent et fixent un rendez-vous. Là, elle lui dit que derrière chez elle, elle a un grand champ où ils peuvent observer les étoiles et passer du bon temps. Du coup, elle lui propose de venir chez elle. Il arrive chez elle, il est tout excité et elle aussi semble l'être. Il la récupère, elle monte dans la voiture et le guide jusqu'au champ. Il nous explique que c'est un très grand champ, qu'il y a un petit bois, des animaux sauvages et que ça a l'air plutôt sympathique. Sur le terrain, au loin, il remarque des feux de voiture. La voiture s'avance vers eux et s'arrête juste devant eux, presque pour les empêcher d'avancer. Donc c'était une camionnette. Là, Michael dit à la fille de rester dans la voiture et va dire bonjour au conducteur de la fameuse camionnette. Il attrape sa lampe de poche et s'approche du chauffeur. Il constate que c'est un homme au volant et qu'il est de corpulence normale. Il lui demande ce qu'il se passe et s'il peut reculer un peu sa voiture. L'homme reste tout à fait poli et lui dit tout simplement qu'il est le propriétaire du terrain et qu'il ne voulait pas leur faire peur. Il lui explique qu'il a des problèmes avec des braconniers et il voulait s'assurer qu'il n'en était pas un. Michael lui dit qu'ils sont là tout simplement pour observer les étoiles et le propriétaire du terrain leur dit qu'il n'y a pas de souci, leur souhaite une bonne soirée et s'en va. Après ça, la fille a commencé à avoir un comportement assez étrange, elle a commencé à envoyer beaucoup de messages. C'est pas très cool franchement quand t'es en date. Tu passes pas ta soirée sur le téléphone. Après à peu près 1 heure, ils voient de nouveau des feux de voiture arriver vers eux, mais cette fois, ils roulaient beaucoup plus vite. Eux, bien évidemment, ils étaient en train d'observer les étoiles et pris de panique, ils courent jusqu'à la voiture pour se mettre en sécurité. Là, Michael se rend compte que c'est encore le propriétaire et qu'il est arrivé tellement vite qu'il a manqué de les percuter. Comportement encore plus bizarre, la fille saute de la voiture et se dirige vers l'homme. Là, il a tout de suite compris, il s'est dit « je suis baisé ». Michael sort de la voiture, leur ordonne de reculer et de se mettre au sol, mais aucun d'eux n'a réagi. Là, le propriétaire court vers Michael et le fait tomber. Heureusement pour lui, il arrive à le maîtriser et à se relever. Et là, il voit son date prendre une barre en métal à l'arrière de la camionnette.
Elle lui dit qu'ils sont armés, elle lui demande son argent et les clés de son pick-up et que s'il obéit, il ne lui arrivera rien. Et là, Michael, avec sa mentalité de « je suis invincible », lui répond non. Elle commence à pleurer et à dire qu'ils ne veulent pas lui faire de mal. Le propriétaire retourne vers la camionnette et à ce moment-là, il leur dit qu'il est flic, sort son arme et s'allonge par terre en les braquant. Il a trop cru en mode snipe. Après un moment de silence, ils obéissent. Il a pu appeler le 911 en donnant son nom et son numéro de badge, en demandant des renforts et en leur expliquant qu'il avait 2 personnes sous la menace d'une arme. Il donne à l'opérateur les explications pour pouvoir avoir accès au champ et en raccrochant, il constate qu'ils se sont tous les 2 enfuis. Stupidité de jeune flic, il les prend en chasse. Il court après l'homme qui s'enfuit dans les bois. Il le poursuit pendant à peu près 30 secondes quand il entend 3 gros bruits. Et en fait, avec sa lampe torche, il aperçoit des yeux. Je peux vous dire que son truc d'invincibilité, du je sais pas quoi, il fait demi-tour, retourne à sa voiture et se barre. Sur le retour, il croise ses collègues et en fait, c'était son sergent et son officier de formation. Il raconte l'histoire à ses collègues et il le traite de dumbass et de stupide fucking rookie. Pardonnez-moi mon anglais, mais dumbass ça veut dire trou de balle ou trou du cul et stupide fucking rookie ça veut dire à peu près, traduction mot à mot, c'est un peu t'es le nouveau teubé en fait. Parce qu'il a commencé récemment. Ils montent dans leur voiture et retournent direction le champ. Heureusement pour eux, la camionnette est toujours là, aucun des 2 n'est venu la récupérer. Les officiers lui disent de ne sortir que de la voiture si ça tourne mal. Pourquoi? C'est un flic en fait. Il ratisse la zone et commence à fouiller dans la camionnette. En fouillant, il trouve de la méthamphétamine. Mais ce qui l'a le plus effrayé, c'est quand son sergent l'a appelé pour qu'il vienne constater ce qui se trouvait dans la camionnette. À l'intérieur se trouvaient des couteaux, du ruban adhésif, une quantité énorme de munitions pour fusil et ce qui semblait être du sang séché. Ils trouveront aussi côté passager un fusil à pompe et 2 autres armes de poing. Et les plaques changées. Après analyse, ce qu'ils pensaient être du sang n'en était pas et que la camionnette avait été déclarée volée ainsi que les plaques. Les 2 personnes n'ont toujours pas été retrouvées mais une enquête est en cours avec l'aide de l'application Tinder. Bon, pour revenir sur tout ça, c'était des braqueurs, junkies, qui, via Tinder, attiraient des hommes pour pouvoir les voler, tout simplement. Comme quoi, ce n'est pas toujours les hommes, les psychopathes. Les meufs aussi, les gars. On va raconter l'histoire de Jeanne. Jeanne, elle a 20 ans et elle vit en dehors du campus dans un condo en colocation. Tous ses amis lui reprochent de jamais rencontrer de garçon. Elle ne veut pas avoir l'image de celle qui mange des pizzas pendant que ses copines sont en train de pécho des mecs. Elle en a eu marre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'inscrit sur une appli. Cette appli, c'est Plenty of Fish. Apparemment, elle existe en France et peut-être même en Belgique. Mais personnellement, celle-là, je la connais pas. Elle est pas du genre à dire oui à n'importe quel inconnu. Donc elle a plusieurs critères de sélection. Il doit avoir plusieurs photos. Forcément, il doit lui plaire. Il doit y avoir au moins 2 centres d'intérêt en commun. Et avec toutes ces règles en tête, elle décide de rejoindre le monde des rencontres en ligne. En quelques jours, elle match avec 2 mecs. Bon. Plenty of Fish, à mon avis, c'est pas non plus la meilleure appli parce qu'en quelques jours, une meuf qui match qu'avec 2 lascars, c'est un peu bizarre. Sur d'autres, à mon avis, en même pas quelques heures, t'as au moins 800 notifs. Là, c'est RIP les notifs. Le premier, soi-disant, il est médecin. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il a 20 ans. À moins que ce soit Dr Doogie, donc là, c'est à vous d'aller chercher la ref. À mon avis, il peut pas être docteur à 20 ans. Et le deuxième, c'est quelqu'un qui bosse sur les chantiers. Apparemment, ça a l'air un peu plus crédible. Le médecin. Next, elle jette son dévolu sur le professionnel de la taloche. Elle choisit mec de chantier. Un jour, elle est sur son téléphone, elle reçoit plein de conneries de ses colocataires et tout à coup, elle reçoit un message de celui qu'on appellera Dan. Dan lui propose de sortir pour aller manger un morceau. Elle dit à ses colocataires où elle va, avec qui, à quelle heure. D'ailleurs, c'est une bonne initiative, c'est ce que tout le monde devrait faire pour un premier ou un deuxième date quand on connaît pas la personne. C'est très bien. Elle donne son heure d'arrivée à un de ses colocataires, comme ça, dès qu'elle arrive au restaurant, lui envoie un message et elle doit répondre avec un code. Le code, c'est en gros, si elle envoie un mot positif, ça veut dire que c'est bon, c'est cool, t'as pas à t'inquiéter, on va continuer. Si c'est un mot neutre, ça se passe pas très bien, j'attends de voir. Si elle ne répond pas du tout, faut appeler la police. En gros, on passe de si super à je vais mourir. Elle se prépare rapidement, elle se fait belle, hop, petit chignon élégant, les 2 mèches qui pendent vers devant et en avant Guingamp.
Elle a sorti tout ça avec un petit chemisier blanc, petit décolleté, pantalon noir en cuir. Elle est prête à partir. Elle saute dans sa voiture et se dirige vers le restaurant que Dan avait choisi. Bon, le restaurant, c'était à l'extérieur de la ville, mais c'était qu'à 15 minutes de voiture, donc ça va, tout va bien. Elle arrive au restaurant et elle le voit presque immédiatement. Il était bien habillé, il ressemblait à ses photos, et ça, c'est super important parce que souvent sur les sites de rencontres, les photos dataient d'il y a 20 kilos. Il l'attendait devant les portes du restaurant. Ses yeux se sont illuminés quand il a vu Jeanne. Il s'avance vers elle, fait un petit sourire. Au début, ils discutent devant le restaurant parce qu'il faisait pas froid, c'était l'été. Et à un moment, il décide de rentrer dans le vif du sujet. Il rentre dans le restaurant. Ils dînent, ils parlent de leur vie, ils parlent de choses et d'autres, lui de son travail, elle de l'école. Elle reçoit le message de son ami, et vu que tout se passait bien, elle envoie le code que tout va bien. Sauf une chose, Dan est chiant. Il a rien fait vraiment d'excitant dans sa vie, il parle pas avec beaucoup d'enthousiasme, et à part de son travail, bon bah voilà, mis à part mettre du ciment sur des parpaings, on s'en bat un peu les couilles quoi. Mais dans l'ensemble, c'est un peu ennuyeux quoi. C'est un rendez-vous plutôt moyen, donc honnêtement, elle va pas continuer. Le lendemain matin, elle se réveille avec la sensation de son téléphone qui vibre sans arrêt. Elle le regarde, son téléphone était posé sur la table de nuit et il vibrait tellement que qu'est-ce qui se passe ? Bah, il finit par tomber. Elle le ramasse et elle voit quoi ? Toute une ribambelle de messages de Dan. Alors au début, il lui écrit des messages plutôt sympas, comme quoi il s'est super bien amusé, tout ça, mais ça, c'était au début. En gros, on comprend l'évolution de Dan. Au début, il est super content, il envoie les messages, et au bout d'un moment, il change de ton. Les messages deviennent de plus en plus violents parce que Jeanne ne répond pas aux messages, parce qu'elle dormait. Elle répond par texto qu'elle dormait, donc ça c'est gentil de sa part, parce que elle justifie, elle n'a pas à le faire. Et qu'ensuite elle lui répond surtout on va pas continuer. Elle était sur le point de le bloquer sur les 2 sites sur lesquels il parlait, c'est-à-dire Plenty of Fish et Messenger. C'est là qu'elle reçoit un dernier message en lui disant regarde derrière toi. Au début, ça la faisait vraiment flipper, mais vu qu'elle a décidé de le bloquer sur tous les sites sur lesquels il parlait, elle se dit qu'elle a plus rien à craindre. Faux. Plus tard dans la journée, elle reçoit un message d'un numéro qu'elle ne connaît pas en lui disant « T'es mignonne dans ton pyjama bleu ». Elle jette un coup d'œil à l'extérieur et qui est-ce qu'elle voit ? Dan. Mais elle se dit comment il a eu mon numéro ? Je rappelle qu'il parlait sur Plenty of Fish et sur Messenger, donc elle se demande vraiment comment il a eu ce numéro. Et elle décide de bloquer le numéro en question. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle dormait, elle reçoit un message. C'était du numéro qu'elle avait bloqué plus tôt dans la journée et c'était des dizaines de messages lui expliquant comment il allait la pécho. Elle montre à tous ses colocataires les messages. Eux, ils lui conseillent d'aller voir la police. Mais vu qu'elle est un petit peu je m'en foutiste, un peu comme nous tous finalement, on dit vas-y c'est pas grave, il va arrêter, il va se lasser. Elle décide de rien faire. Elle bloque encore le numéro et elle se rendort. Et encore une fois, elle se réveille avec le téléphone qui vibre. Là, ni une ni deux, elle prend sa voiture, direction la police. Et une fois là-bas, ils lui disent qu'ils peuvent pas faire grand-chose. Et à part rebloquer le numéro à chaque fois. Rien ne s'est passé pendant quelques jours. Le numéro est resté bloqué pendant quelques temps. Mais ça, c'était avant le drame. Elle a commencé à recevoir des photos de sa maison, des photos d'elle dans sa maison, des photos d'elle dans sa voiture et des photos d'elle au travail. Elle est retournée au commissariat et elle a réussi à obtenir une injonction d'éloignement contre Dan. Visiblement après ça, Dan a compris la leçon. Il est resté à distance réglementaire de Jeanne, mais elle a toujours eu un petit peu peur. À chaque fois qu'elle recevait une photo ou un message, elle donnait à chaque fois son téléphone à ses colocataires pour qu'ils ouvrent les messages avant elle. Elle était un petit peu traumatisée. Voilà. Et la chose que j'aimerais avouer, c'est que mon deuxième prénom, c'est Dan. Bon, peut-être Dr Doogie c'était un mytho, mais c'était peut-être pas un psychopathe. Alors bon, mytho, psychopathe, là c'est vous qui choisissez. Bon, moi personnellement, les applis de rencontre, c'est pas mon délire. Je préfère rencontrer les gens en vrai. Je sais qu'Aurélien a déjà été sur des applications de rencontre. Et j'ai pas eu d'histoire bizarre, mais heureusement qu'il y a eu des histoires bizarres comme ça, on a pu les raconter. Et les applis, ça peut être bien si tu cherches juste un plan cul, si t'as pas trop le temps d'avoir une relation, c'est assez pratique, tu vois, au moins tu perds pas de temps. T'as jamais vraiment eu de filles bizarres ? Non, à part toi. Merci. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Ciao. Merci.